Il existe un État profond, c'est certain aujourd'hui, et cela vient d'une culture que l'on retrouve aussi dans le monde du privé, je le répète, c'est-à-dire que dès qu'une organisation atteint une certaine taille, elle produit des processus de complication. David Lisnard, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. merci à vous. Vous êtes maire de Cannes et président de l'Assemblée des maires de France. L'association des maires. L'association, pardon, des maires de France, vous avez raison. Un de vos grands combats est la lutte contre la bureaucratie. Est-ce que, pour les maires, c'est aujourd'hui le sujet prioritaire? C'est un des sujets prioritaires pour les maires, mais pour les chefs d'entreprise aussi, pour les Français en général. La bureaucratie que vous rencontrez quand vous voulez faire un prêt bancaire, je ne sais pas si vous avez déjà emprunté, moi ça m'arrive. J'ai vu au gré des années les termes à remplir, les papiers qu'on reçoit en forme numérique, en forme papier précisément. Et dans la mairie, c'est une réalité, c'est-à-dire que souvent j'utilise cette expression, et qui est vraie. Il y a 20 ans, quand on lançait un projet, on regardait ce qui était interdit. Maintenant, quand nous lançons un projet, avec nos juristes, nos techniciens, nos financiers, nous cherchons ce qui est autorisé. Donc il y a une montée de la bureaucratie en raison des normes, des règles, des dispositions législatives, mais aussi de process qu'on retrouve dans le privé. Et tout ça traduit en réalité une sorte de culture du non-risque qui pour moi est une régression. Qui ou quoi est à l'origine de cette bureaucratie? François-Xavier Bellamy vient d'être investi par les Républicains pour être la tête de liste à la C'est une campagne très bonne européenne. chose. Vous pouvez réagir d'ailleurs, et l'Europe souvent est accusée d'ajouter de la bureaucratie à la bureaucratie française. Quelle est la source de cette, pour pouvoir la combattre, savoir d'où elle vient, quelle est la source de cette bureaucratie? La source de la bureaucratie sont les bureaucrates. Et c'est donc l'abandon aussi du politique qui a cédé aux bureaucrates. Donc certes, il y a une bureaucratie européenne et il faut débureaucratiser l'Europe, c'est une évidence, qui est le fruit d'une commission qui au départ était conçue comme un outil au service des États membres de l'Union européenne et donc du Conseil des chefs d'État, et qui est devenu, au gré des années et des réformes, un outil supranational. Et cette commission qui n'a pas de légitimité démocratique, eh bien, elle produit de la règle et de la norme. Mais ce serait bien hypocrite que d'accabler la seule Europe du fléau bureaucratique. En réalité, l'essentiel de la bureaucratie que l'on subit, je ne parle plus de celle du privé que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui est un vrai sujet, parce que c'est la même matrice. C'est une bureaucratie qui vient de l'étatisme dans lequel nous sommes et qui se traduit par une inflation des textes. Vous parliez des mairies, le Code général des collectivités territoriales a été multiplié par 3, c'est-à-dire que ce n'est pas plus 10, plus 20 ou 50%, c'est 200%, par 3 en 20 ans. Le Code de l'environnement faisait 100 000 mots en 2012, il fait aujourd'hui 1 million de mots par 10. Donc la cause, c'est le conformisme intellectuel de personnes en fonction de décisions d'édiction de règles et qui ont été formées pour produire de la contrainte. Pour preuve, vous parliez de l'Europe, mais il y a une spécificité française qui est celle de la surtransposition des normes européennes. Nous sommes le pays de l'Union européenne qui applique de façon la plus bureaucratique, la plus maximaliste, les normes européennes. On se met nous-mêmes des boulets de compétitivité au sein de l'Union européenne en surtransposant, on le voit très bien dans le monde agricole notamment, mais dans d'autres univers aussi. Et quelle est l'origine de ces bureaucrates? C'est d'une part le renoncement des politiques à assumer leurs responsabilités très souvent, c'est aussi la montée d'une technocratie dans l'appareil d'État. Il existe un État profond, c'est certain aujourd'hui, et cela vient d'une culture que l'on retrouve aussi dans le monde du privé, je le répète, c'est-à-dire que dès qu'une organisation atteint une certaine taille, elle produit des processus de complication. On l'a très bien vu, moi je l'ai vu en entreprise, on a voulu améliorer la qualité, on a créé une direction de la qualité qui vient contredire d'autres directions dans l'entreprise. Et c'est vrai aussi dans le monde public. Donc cela vient d'une croyance, donc fausse, que la performance résulte
d'une planification, d'une organisation par process. Alors, il faut des process, c'est comme tout, il ne faut pas être un intégriste de l'autre côté. Mais c'est une question d'équilibre. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de process, on a beaucoup trop de modalités, parce qu'en fait, cela vient de la régression du goût du risque. Le progrès, la performance nécessite une part d'incertitude et de risque. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, on a l'impression que la débureaucratisation est aussi compliquée que la bureaucratisation elle-même, que la bureaucratie elle-même. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait simple pour redevenir simple? Ça, c'est la première question. Et vous avez parlé de l'État comme un facteur puissant de la bureaucratie. Est-ce que, dans ce cas, la décentralisation est une solution à la fin de la bureaucratie? Et pourtant, moi, quand je discute avec des gens du coin, si je puis dire, ils me disent souvent, mais il y a tellement d'échelons, la bureaucratie, la décentralisation nous a amené tellement d'échelons qui ont tout complexifié. Et donc nous, on trouve que la source de la bureaucratie, eh bien, c'est dans ce millefeuille territorial. Il y a plusieurs questions dans votre propos. Vous avez raison d'abord de dire que très souvent en France, quand on nous annonce une simplification, à la fin c'est plus compliqué. Ça, je l'ai vécu tout le temps. Pour une raison très simple, c'est que les simplifications sont confiées à ceux dont la mission est de faire des textes. Donc à chaque fois qu'il y a eu des tentatives, sous François Hollande, sous Emmanuel Macron et sous d'autres, cela s'est traduit quasi systématiquement par ce que l'on appelle dans le jargon français administratif de l'expérimentation, de la différenciation. En réalité, ces termes-là sont des process supplémentaires qui permettent de déroger à la règle commune. Donc, qui se font au profit de ceux qui ont l'ingénierie juridique administrative pour analyser la capacité d'utiliser ces process supplémentaires. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu de faire des lois qui portent sur des objectifs généraux ou sur des principes généraux du droit, simples, comme on a su le faire pendant très longtemps, on abandonne la simplification de la loi et on crée une loi supplémentaire pour sortir de la loi ordinaire. Donc c'est une spirale infernale qui vient de ce conformisme technocratique que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà. En 5 ans. Pardon ? Il faut tout raser, du coup? Il faut tout reprendre depuis le début? Il faut toujours faire attention à table rase. Je vais vous répondre dans l'ordre. Deuxième élément, il faut s'y attaquer de plusieurs façons, et ça me permettra de répondre sur le millefeuille. La décentralisation, en France, n'a jamais été faite jusqu'au bout, et effectivement, elle a enchevêtré des degrés de compétence. Donc, elle a ajouté de la complication. Il faut faire attention aux mots. La complexification, ce n'est pas tout à fait la complication. La complexification, elle peut avoir du plus. Une norme qui permet d'avoir des jouets qui n'empoisonnent pas nos gamins, qui permet d'avoir des bâtiments plus accessibles ou qui résistent mieux aux incendies, aux tremblements de terre, c'est un progrès. Ça, c'est une complexification d'un processus de fabrication, de construction, etc. Mais c'est un progrès. En revanche, et ça a été dans le monde de l'entreprise, on analyse très bien, pour une complexification par 2, on va compliquer par 10. C'est-à-dire que la complication de tout ce qui accompagne ces évolutions va être supérieure à la complexification. Ça va être des directions supplémentaires dans l'entreprise, des schémas directeurs dans les collectivités ou dans l'État. À chaque fois, on nous ajoute des couches et des couches. Donc, sur la décentralisation, malgré tous ces défauts, malgré le fait qu'il y a des collectivités mal gérées, il y a des communes mal gérées, etc., il y a quand même quelques réalités. Une collectivité, même la pire des pires, ne peut pas emprunter pour son fonctionnement. Elle respecte la règle d'or. Donc ça vous oblige quand même à un degré de responsabilité. Deuxièmement, une décentralisation qui n'est pas accompagnée d'une capacité d'action réelle, simple, fiscale et administrative, déresponsabilise. Donc en fait, on ajoute de la couche et de la couche. La solution, c'est la responsabilité individuelle, comme toujours. Il faut remettre qu'on sache qui fait quoi. Et qu'ensuite, ça nécessite une maturité démocratique qui fait que les citoyens sont en mesure de sanctionner positivement ou négativement ceux qui les représentent et qui dirigent des exécutifs. Depuis 20 ans, il y a une recentralisation en réalité. Une recentralisation fiscale, puisque taxes professionnelles supprimées, taxes d'habitation supprimées, taxes sur la valeur ajoutée
à moitié supprimées et remplacées par des dotations de l'État. Donc on met les collectivités sous perfusion de l'État. Et vous obligez notamment des maires à réclamer à l'État un argent qu'il aurait dû. Et l'État qui dit, vous voyez, vous critiquez l'État, mais vous demandez de l'argent. Non, cet argent appartenait aux collectivités. Donc ce système est fou, et on est au bout du bout. Pour troisième élément, la façon de s'attaquer au Léviathan, alors, il faut chercher la performance publique au service des contribuables et des usagers. Donc, comment on coupe le robinet de cette surnorme. Donc là-dessus, moi, je peux vous en parler longuement. 2, comment on manage mieux la fonction publique. 3, comment on arrive à simplifier les pouvoirs par la décentralisation, de la déconcentration. Mais en réalité, c'est une chose toute simple. La révolution qu'il faut faire, ce n'est pas une table rase, c'est dire, on doit revoir nos codes. Et nos codes doivent partir de principes généraux du droit. Seulement de principes généraux du droit. 2, le pouvoir d'application des textes et des lois. Hormis, à l'exception, du régalien, qui doit rester le monopole de l'État, la justice, la police, etc. Le reste, le pouvoir d'application, les décrets, doivent être transférés aux collectivités. La vraie révolution, elle est là. Et donc de créer une responsabilité et que l'on compare la capacité des collectivités à appliquer des textes, que l'on crée une émulation. Ça, c'est une vraie révolution qui ne fait pas table rase du passé, mais qui permet d'avoir de la responsabilité locale et de la performance publique. Et on pourra en parler longuement. Alors justement, dernière question, si je puis me permettre, sur la responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas dans la débureaucratisation un changement de modèle? Comment on fait accepter, en tout cas, aux Français que maintenant le risque va être plus important, si on veut vraiment débureaucratiser? Déjà, il y a une tendance depuis plusieurs décennies à vouloir supprimer tout risque. Et très souvent, au motif d'une sécurité, quelle qu'elle soit. Même depuis la Révolution française. On prend et pour moi, c'est très grave. Donc moi, je crois à l'explication. Je crois à la politique. Donc je pense qu'il faut déjà que les politiques cessent de pratiquer le social-étatisme. Et à chaque crise, de façon très infantilisante, ce qui, à titre personnel, m'exaspère, mais c'est vrai d'ailleurs, y compris à droite, il y a des réflexes pavloviens qui consistent à dire l'État doit protéger, l'État doit faire ci, comme s'il y avait une sorte... Ne serait-ce que l'expression « État-providence ». La providence, c'est Dieu. Donc, tout ça est une infantilisation dont il faut sortir. Donc, c'est la conviction, c'est de montrer que le risque rapporte plus, que la confiance, parfois on se fait avoir, parfois on se fait tromper, mais c'est très marginal par rapport aux gains, et que toutes les sociétés prospères et dynamiques aujourd'hui dans le monde acceptent une part de risque. Alors bien sûr, un risque maîtrisé. Bien sûr qu'il faut être intransigeant sur la sécurité, etc. Mais sans jamais remettre en cause les principes généraux du droit. Et donc, sur la prise de risque, la liberté, une chose toute simple à faire, si on veut vraiment changer les choses, c'est de revenir à un des fondamentaux de l'état de droit. C'est-à-dire que la liberté ne se justifie jamais, n'a jamais à se justifier, que c'est toujours la restriction de liberté qui peut être compréhensible, mais qui, elle, doit être justifiée. De façon moins conceptuelle. Deuxièmement, de dire qu'il faut en finir avec le régime des autorisations. Nous sommes passés d'un régime de liberté à un régime d'autorisation préalable. Mais ça, je peux vous le décliner, moi, dans beaucoup de domaines. Vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise qui aujourd'hui essaie de faire une usine, etc., c'est une somme d'autorisation préalable. On veut, dans nos collectivités, réutiliser les eaux usées qui sortent des stations d'épuration. La règle devrait être, voilà les normes d'hygiène et sanitaires que vous devez respecter, on les connaît, ce sont les mêmes dans le monde entier. Et puis à nous, on nous laisse libre de le faire. Et ensuite, l'État intervient a posteriori pour contrôler et sanctionner sévèrement ceux qui ne respectent pas ces normes. Pas comme ça que ça se passe. On est soumis à des arrêtés, à des décrets, à des procédures qui durent 10 ans, là où en fait on devrait être dans un régime de liberté et de responsabilité, et où l'État devrait retrouver sa force et sa puissance de contrôle a posteriori et de pouvoir de police. Or, l'État s'est éparpillé dans des procédures d'instruction préalable de n'importe quelle demande. C'est ce qui consomme beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'argent des impôts, et c'est ce qui fait que nous sommes le pays qui a le record des prélèvements obligatoires, impôts et charges, et qui pourtant voit ses services publics se déliter. La seule façon de rompre ce nœud gordien, ce n'est pas de multiplier les dépenses et la démagogie, c'est de s'attaquer à la production de services publics et donc d'accepter la prise de risque. En revanche, le risque doit toujours être contrôlé, et c'est
retrouver la puissance de l'État comme dans son pouvoir de police a posteriori. Merci beaucoup. Dernière question qui n'est pas dans le cadre de la bureaucratie, parce qu'on a terminé cet entretien, mais comme on l'a évoqué rapidement, François-Xavier Bellamy a été désigné tête de liste pour les européennes. Est-ce que vous avez une réaction à nous donner ? Mais moi, je m'en réjouis, ça fait longtemps que j'appelle de mes voeux, tout simplement parce que c'est François-Xavier Bellamy, outre ses qualités d'intelligence, de didactique, d'honnêteté, enfin, qui sont une réalité essentielle, a acquis une expérience des dossiers européens qui est précieuse. Faut pas croire, enfin, je pense qu'il est temps aussi qu'en tant que citoyens, nous sommes tous des citoyens, nous donnions la prime à ceux qui bossent, ceux qui travaillent, que la vie politique ne doit pas être une suite de postures théâtrales. Il faut sortir de ce théâtre d'ombre qui est devenu la politique nationale, accentué par la pratique du président de la République actuelle. Hein, c'est une suite d'annonces très emphatiques, très exagérées, mais avec aucun suivi dans l'exécution. En politique, on doit être, comme dans n'importe quelle entité humaine, être soucieux de l'exécution des choses. Et François-Xavier Bellamy, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision conceptuelle, qui est capable de porter une vision, qui a une idée de l'Europe puissance au service des nations, mais qui est aussi capable de traiter, de faire évoluer un texte, de travailler le détail. Et en cela, je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir comme tête de liste aux européennes. Est-ce que vous auriez un livre à nous donner pour aimer la France ? Oui, Les Trois Mousquetaires. Voilà, c'est un livre pour aimer la France, mais il y en a tant. La belle littérature et la belle langue fait forcément aimer la France. La poésie, quand on lit du Baudelaire ou du Goscinny, dans Astérix ou dans le Petit Nicolas, voilà, la belle langue française fait aimer la France. Et je ne saurais trop inciter, évidemment, à lire. Et il faut faire lire nos enfants, c'est très compliqué avec l'attraction des écrans. Un livre pour s'évader. Un livre pour s'évader, c'est comme un film, vous savez, c'est toujours un bon livre. Donc, ça sera un roman. Allez, tiens, je vais dire Jules Verne. Je trouve que ça transcende les générations. Et, c'est aussi à la fois un esprit scientifique, très français, mais aussi littéraire, et avec une vraie capacité onirique. Un livre d'histoire, votre livre préféré d'histoire ? Alors moi, j'ai un vieux souvenir de mes Malais Isaac, hein, qui étaient des manuels d'histoire extraordinaires, pour vraiment avoir des vrais repères, à la fois de personnages et chronologiques. Mais dans les historiens actuels, tiens, le Jésus de Jean-Christophe Petit-Fils. Un livre politique favori ? La culture nous sauvera de Christophe Tardieu et de votre serviteur. En attendant, celui que nous allons sortir sur Pompidou, je fais du teasing, donc au mois d'octobre. Ouais. Au mois d'octobre, au mois d'avril, pour les 50 ans de la mort du grand président Pompidou. Et sur maintenant après les mémoires de Raymond Aron, enfin voilà, il y a quand même des meilleurs livres que les nôtres, donc plus sérieusement, mais ou relire un Frédéric Bastiat, tiens. Et maintenant, on va parler de chansons, du coup. Une chanson pour aimer la France, cette fois. Mais c'est comme la littérature. Il n'y a pas une chanson pour aimer la France. La belle chanson fait aimer la France, comme la belle langue, comme la poésie, mais fait aimer la France. Après, ça renvoie à de l'intime. J'ai eu la chance de grandir en écoutant du Claude Nougaro. Donc, quand j'écoute du Nougaro, j'aime encore plus la France. Donc, je ne vais pas vous dire Charles Trenet, Douce France, vous voyez, mais ça renvoie à l'intime. Et quand j'écoute ce que fait Bertrand Burgala actuellement avec Tricatel, il y a un son, il y a un son français et à la fois international qui est magnifique. Quand vous écoutez du Gainsbourg, ou du Polnareff, dans Gainsbourg, il y a une créativité, une sonorité dans les basses, dans le sens de la mélodie, qui est à la fois très internationale et très française. Quand vous écoutez Jacques Dutronc, il a un détachement et un second degré qui est dans l'esprit français de Cyrano de Bergerac. Donc, tout cela est vrai. Quand vous écoutez Air et Saint-Germain, ce qu'on a appelé avec un anglicisme la French Touch, Daft Punk est totalement mondial, mais c'est totalement français. De même que les Beatles et c'est la culture et se caractérise par son caractère toujours universel, mais enraciné. Les Beatles,
ne peuvent pas être autre chose qu'anglais, ou les Clash. Et pourtant, ils sont totalement universels. Donc la belle et bonne chanson française, les jolis textes vous font aimer la France. C'est du patrimoine. Très bien. Alors, dernière question, vous avez déjà un peu répondu, mais j'ai découvert cette phrase de John Lennon qui disait que le rock français, c'était un peu comme le vin anglais. Quelle est la meilleure chanson de rock français? Comme vous, je crois que vous aimez le rock. Oui. Alors, j'ai un faible. Alors, c'est pareil, c'est pas très jeune parce que c'est Star Shooter, que vous connaissez peut-être, puisque Kent a fait ensuite une campagne, une carrière solo. Mais Star Shooter, qui était en même temps que Téléphone, donc dans les années 80-90, était un groupe magnifique. Il y avait Oberkampf en punk français aussi à l'époque. Et puis Téléphone, c'est du très bon rock français, et qui est intemporel. Mais Lennon n'avait pas complètement tort. C'est vrai que les Anglais font du rock naturellement, comme nous, comme ils ne savent pas faire de vin, c'est vrai.